Chers investisseurs, session numéro 2. On espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je suis désolé, mon Clem, la connexion à Maurice n'est pas aussi stable que celle en France. Et en vrai, c'était mieux quand tu étais là en live, quand on s'était fait l'épisode dans les Est-ce que bureaux, ça veut quoi. dire qu'il faut que je revienne? Moi, on peut s'arranger, hein. Clairement, aller tourner des Là, podcasts, à l'île Maurice, il y a pire comme life. clairement, clairement. Il y a des petits soucis de connexion, mais par contre, très beau temps. Et on arrive quand même à voir les news qui nous tombent dessus, puisque grosse news du coup qui est tombée ce matin pour toi et même encore un peu plus tôt pour moi parce que j'ai 3 heures d'avance. Du coup, on est en plein évidemment dans les résultats trimestriels en ce moment des entreprises, donc c'est intéressant de suivre un peu les entreprises qu'on a en portefeuille. Et évidemment, on va suivre aussi un petit peu les grosses news des grosses entreprises. Et on a Meta, anciennement Facebook, qui vient d'annoncer le versement de son tout premier dividende historique. Donc c'est quand même un événement important, je pense, parce que c'est la première des grosses big tech qui ont été fondées après les années 2000 à verser officiellement un dividende. On avait des entreprises comme Apple et Microsoft qui en versent un depuis un petit moment maintenant, mais ce sont des boîtes qui ont plutôt été fondées dans les années 80-90. Là, ça y est, c'est Donc la première oui. fois qu'une action fondée après les années 2000 décide à verser un dividende. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais pas toi, moi ça m'excite pas mal. Je me dis c'est chouette pour l'avenir. Bah, en vrai, c'est stylé et après, justement, sur le premier essai, je disais que c'était quelque chose qui était potentiellement prévisible également, puisqu'on parlait, justement des résultats de ces entreprises depuis quelques années et que, mis à part en 2021 où, Zuckerberg avait eu un peu la folie des grandeurs avec, le métavers et c'était parti un petit peu en sucette et d'ailleurs, l'action avait, salement corrigé et les actionnaires lui avaient bien fait comprendre qu'ils étaient pas contents. Derrière, il s'est bien repris et là, les résultats sont très bons et ça fait quand même de nombreuses années que les résultats sont très bons. Ils ont beaucoup d'argent et donc au final, on en discutait et on en discutera, dans ce podcast justement, c'est, comment l'entreprise va allouer son cash. Au bout d'un moment, si elle accumule du cash, du cash, du cash, il faut bien qu'elle en fasse quelque chose. Donc, on a regardé un peu avant les flux de trésorerie, ce qu'ils en faisaient, mais c'est une entreprise qui rachetait beaucoup de ses actions déjà et là, ils se mettent à verser un dividende, donc c'est une suite logique. Ce qui peut attirer également de nouveaux investisseurs parce que, comme tu le dis et comme tu l'as déjà dit sur ta chaîne YouTube et je suis assez d'accord avec toi, mine de rien, les entreprises qui versent des dividendes, c'est aussi un engagement envers ses actionnaires et cet engagement fait que souvent les entreprises ont une gestion peut-être un peu plus safe, réfléchissent plus leurs choix et même au niveau des stats, on a souvent des entreprises qui, quand elles commencent à verser un dividende et que c'est un dividende qui est croissant, donc là, on n'en est pas encore là du tout, hein, c'est le premier. Mais si on voit que Meta, année après année, augmente son dividende et que ça reste safe, que son, ratio de distribution reste très correct, donc en gros, la part du dividende sur le résultat net reste très correcte, ben en fait, c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'on a souvent des entreprises qui surperforment, dans ces conditions-là. Si elles sont de qualité avec un versement de dividendes croissant et moins risquées, moins volatiles. Donc après, il y a des exceptions évidemment, mais c'est une catégorie d'actions qu'on cherche à avoir en portefeuille. Donc bonne nouvelle, ouais, franchement, c'est cool de voir, C'est que ces boîtes-là s'y mettent, quoi. C'est un vrai signe de maturité, en fait, tu vois? C'est-à-dire que quand tu te mets à verser un dividende, notamment aux États-Unis, il y a vraiment une politique de tu verses pas. En Europe, il y a un peu ce dividende, des fois, on a fait plus d'argent cette année, donc on va en verser un. L'année suivante, on arrête. Mais aux États-Unis, il y a vraiment cette culture du dividende. À partir du moment où tu en verses un, c'est attendu à ce que tu le montes chaque année et que tu continues de le verser le plus longtemps possible. Et donc, c'est un peu une manière, en effet, pour Meta de dire: «Regardez, on est très profitable et on a tellement d'argent qu'on est capable de vous en reverser une petite partie chaque trimestre». Donc j'avoue, moi, je trouve ça très chouette. Évidemment, comme tu l'as souligné, il y a plusieurs manières de retourner de l'argent aux actionnaires et il n'y a pas que le dividende. Globalement, quand une entreprise est en excédent de trésorerie, alors déjà, il y a plein d'entreprises qui ne sont pas en excédent de trésorerie, qui n'arrivent pas à générer des free cash flow. Donc déjà, le dividende prouve que l'entreprise est en excédent de trésorerie. Il y avait un mec, il y a un bouquin anglais que j'aime bien qui dit Dividend don't lie. C'est-à-dire les dividendes ne mentent pas. C'est-à-dire tu ne peux pas en verser un si tu n'es pas en excédent de trésorerie. Donc déjà, ça commence par ça. C'est finalement, tu as 50% des boîtes sur le marché qui n'arrivent pas en fait à générer un excédent de trésorerie chaque année, qui sont soit à perte, soit tout juste rentables. Donc déjà, c'est un premier signe que je trouve intéressant. Ensuite, il y a d'autres options en effet pour retourner du cash aux actionnaires. Et c'est pas parce qu'une action ne verse pas de dividendes qu'elle est forcément pas intéressante. Tu sais, souvent, il va y avoir le débat, les pro-dividendes, les anti-dividendes. Moi, je pense que c'est en effet une question vraiment d'allocation de capital. Et c'est se poser la question, OK, donc l'entreprise a un excédent de trésorerie, qu'est-ce qu'elle peut faire avec? Bon, elle peut le garder en trésorerie, mais bon, au bout d'un moment, tu accumules du cash, tu accumules du cash. Et c'est le cas de Meta. Ils avaient 2 fois plus de cash que de dettes. Donc, au bout d'un moment, ce cash-là, il ne fait pas grand-chose. Voilà, il fructifie, évidemment. Les entreprises investissent dans des obligations. Donc, il fait 5% par an. Mais voilà, il ne fait pas grand-chose. Et si tu as remboursé tes dettes, bon, tu peux mettre un peu de cash de côté, tu peux rembourser tes dettes. Mais ensuite, les 3 grandes décisions qui vont être importantes, qui vont permettre à l'entreprise de se développer. La première, évidemment, ça va être investir en elle-même ou faire des acquisitions.
Donc, c'est-à-dire, on remet de l'argent dans l'entreprise en espérant que ça va nous faire grandir. Les acquisitions, on sait que ça peut être très dangereux. Donc, moi, personnellement, je vais préférer les petites acquisitions qui vont venir renforcer l'offre principale de l'entreprise. Mais on sait très bien que les grosses acquisitions qui font partir l'entreprise sur quelque chose qui n'a rien à voir, souvent, c'est pas très rentable. Donc, ça, c'est le premier élément, réinvestir en soi-même. Donc, c'est bien, mais il faut avoir des opportunités qui vont permettre à l'entreprise de garder un bon retour sur le capital qui est employé. Et si elle ne trouve pas suffisamment, tu vois, elle peut investir en elle-même et puis se dire, bon, bah là, j'ai encore du cash en surplus, donc qu'est-ce que je peux faire? Deuxième option, racheter des actions. Donc ça, c'est très intéressant. Beaucoup le parlent comme un espèce de dividende optimisé fiscalement, puisqu'il ne va pas y avoir de taxation quand tu vas racheter l'action. Du coup, ça peut être intéressant parce que ça évite de passer par une imposition. Maintenant, le problème avec les rachats d'actions, c'est que tu restes valo, dépendant quoi. du cours du marché. Donc, tu peux beaucoup racheter des actions et quand même que ton action, elle chute. Et il faut aussi que la valorisation, comme tu l'as souligné, elle soit bonne. Parce que si l'entreprise, et malheureusement, les études le montrent, souvent les entreprises rachètent leurs actions au pire moment possible. Donc, au moment où c'est le plus élevé, elles rachètent à fond. Et quand l'action chute, au contraire, elles arrêtent un petit peu les rachats. Donc ça, c'est un peu triste. Et maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus de boîtes font un peu du DCA. Tu vois, leur rachat, typiquement Apple, ils rachètent un peu chaque année leurs actions et je trouve ça très chouette. Donc c'est Ouais, bien, mais à nouveau, le rachat juste d'actions, c'est limité. Et du coup, ça nous laisse la dernière option du dividende, quoi. juste pour, je te coupe 2 secondes avant de passer sur le dividende parce que j'ai les données, devant sur Yahoo Finance là et justement Meta, je pense qu'ils ont été très intelligents sur, l'allocation de capital au niveau des actions, du buyback là, des actions qu'ils ont rachetées. Puisque en 2020, ils ont racheté pour 6 272 000 000 et quand en 2021, ça s'est un peu pété la gueule, voire même beaucoup, au niveau du cours, ils ont racheté pour 44 537 000 000 et quand le cours est remonté en 2022, parce que là, ça fait quand même quelque temps que ça remonte. Attends, non, je dis n'importe quoi. Merde, je me suis décalé dans les dates. Faudrait avoir le Parce que cours. en vrai, l'action a baissé, elle a commencé à baisser en effet à la mi-2020. Et je regarde là, le plus bas a été atteint fin 2021 et 2022, ça a été un peu l'année de récupération, quoi. C'était la grosse année de récupération, même si à mon avis, il y avait encore des prix intéressants. Donc en Mais en tout effet, cas, c'est voilà. intéressant de regarder s'ils ont racheté au bon moment, quoi. Ouais et en tout ils ont pas l'air de faire du DCA en tout cas, bête et méchant de on a de plus en plus de trésorerie donc on en rachète de plus en plus. Je sais qu'il y a des boîtes qui le font et là pour le coup, on voit quand même que sur 2022 donc il faudrait avoir les dates précises de quand est-ce qu'ils ont fait ces rachats d'actions parce qu'il y a une grosse différence entre, le moment s'ils l'ont fait au début de l'année où c'était très haut ou s'ils l'ont fait à la fin de l'année quand effectivement ça avait bien baissé et que la valo était quand même plus intéressante. Mais en 2022, ils ont racheté pour 27 956 000 000 ce qui est quand même, quasiment, x5 par rapport à ce qu'ils faisaient en 2020. Donc, ils ont quand même, je pense, bien profité de la baisse du cours pour envoyer de la trésorerie là-dessus. Donc, après, à voir précisément quand est-ce qu'ils l'ont fait, ça, c'est toujours difficile d'avoir tous les chiffres précis de manière très précise pour savoir tout ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, hein. C'est pour ça qu'il faut étudier les rapports. Mais en tout cas, ouais, ils font pas du DCA bête et méchant. Non, mais c'est très chouette qu'ils aient racheté et ça montre aussi la confiance du CEO. Le problème des fois dans les rachats, c'est que justement ils sont toujours confiants, donc ils rachètent toujours des actions, même quand c'est un petit peu pas forcément le bon moment, même quand l'action peut être surévaluée. Et c'est Warren Buffett qui disait que bah, tous les CEO sont pas forcément des super investisseurs et ont des fois du mal, forcément tu es un peu biaisé, c'est ton entreprise, ont du mal à calculer la valeur intrinsèque et se rendent pas forcément compte quand leur propre action est surévaluée. Mais en tout cas, cette annonce de dividende, pour moi, c'est excellent. Et c'est aussi un pied de nez un peu à Google. Tu vois, c'est ce que je te disais dans la première version qu'on a tournée. Parce que Google est le concurrent direct. C'est un petit peu l'entreprise qui gagne énormément d'argent aussi avec la publicité. Même si Amazon arrive, aujourd'hui, les deux grosses têtes d'affiche, c'est quand même les publicités Google, YouTube et les publicités sur les réseaux de Meta. Donc, on a Facebook, mais on a aussi Instagram. Et puis, ils ont aussi WhatsApp, Messenger. Et du coup, il y a une concurrence un petit peu entre ces deux-là. Et on sait que Google a justement un peu ce problème de ne verse pas de dividendes et ils compensent très très bien leurs salariés. Ils ont un peu trop de salariés. Il y a plusieurs grands investisseurs qui ont adressé à Google une lettre en leur disant en gros, les gars, vous êtes rentables, mais arrêtez de dépenser autant dans des employés qui ne servent pas forcément à grand-chose, qui ne font pas grand-chose. Et donc, soyez un peu plus efficients, tu vois. Et Google a pour l'instant, jusqu'à présent, refusé un petit peu de rentrer dans cette période de dire, OK, maintenant, ça y est, on est efficient. Alors que notre cher Marc a fait un 180 degrés, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé de 2021 à dire voilà, c'était l'époque où il y avait la crypto, il y avait vraiment une énorme bulle spéculative, tout le monde parlait du Web3, tout le monde parlait du métaverse. Donc là, c'était un peu un coup de génie sur le coup. Tout le monde disait c'est un coup de génie d'avoir renommé Facebook Meta en 2021. Et puis en 2022, quand la mode change, tu sais, c'est comme quand tu investis dans les hand spinners au moment où c'est la mode, tu te dis waouh, le mec, voilà. Par contre,
hop, la mode a changé en 2022, le discours était plus tout le même et du coup, l'action a subi parce que finalement, elle avait Ouais. investi plein d'argent dans des projets non rentables et il a fallu qu'ils disent bon, c'est bon, j'arrête. Enfin, c'est pas j'arrête ces projets-là, mais je vais arrêter de dépenser autant en capex dans ces projets-là parce qu'il a mis énormément d'argent dedans. Je vais essayer de faire à l'année de l'efficacité. Je vais réduire les effectifs. Je vais essayer d'être plus rentable. Ça a beaucoup plu aux investisseurs puisque derrière, évidemment, les free cash flow sont remontés sur l'année 2023. On est à plus 117%. Donc, on a en 2022 moins 48% et en 2023 plus 117%. Je ne sais pas si tu veux à la limite, on peut montrer la petite. Celui-là ou je le montre? Ouais, je l'ai juste sur moi là, le Parce le que le même petit face graph. rien que si on remonte, un peu au niveau du compte de résultat et vraiment, comment elle a fait dans son chiffre d'affaires et quels sont ses coûts. Ce qu'on voit et ce qui est quand même très intéressant, c'est que, elle a réussi à générer un chiffre d'affaires, plus élevé qu'en 2022. Tu vois, là, moi, je suis à 40 111 000 000 et ses coûts et dépenses pour la production, du coup, sont, inférieurs. Ils sont à 23 727 000 000 alors qu'ils étaient de 25 766. Donc l'entreprise a ça se voit, tu vois, elle a réussi à donc là, je suis au niveau des trimestres, pardon. Mais globalement, elle a réussi, voilà, à augmenter son chiffre d'affaires tout en contrôlant ses coûts et en ayant les mêmes que l'année dernière. Donc ça, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose qui se ressent dans ce qu'il a dit, Zuckerberg. C'est que, justement, c'était un peu l'année de l'efficacité où, on va couper les dépenses un peu inutiles, essayer de restructurer, essayer d'arrêter de foutre de l'argent par la fenêtre, entre guillemets. Je sais qu'ils avaient fait pas mal enfin, nous, en France, on appelle ça des plans sociaux, mais il y a eu pas mal de licenciements aussi, je crois, chez Meta. Il y en avait eu pas mal à un moment donné. Je sais que les grosses boîtes tech, justement, ont vachement, coupé les effectifs en 2022, je crois que c'était. Il faudrait revoir un peu les dates. Mais ouais, effectivement, ça se voit dans les chiffres, quoi. Ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Donc forcément, derrière, il est récompensé et là, avec le dividende qui démarre, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les investisseurs, ouais. Ouais, ça va être un petit dividende au début, mais à mon avis, la stratégie, ça va être de chercher à l'augmenter assez fortement chaque année. Donc, tu vois, je crois qu'on avait calculé ensemble, on est sur un 0,5% de rendement actuel en dividende. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça fait partie un peu des actions à forte croissance qui, finalement, 90% de leur gain va venir des plus-values. Et le dividende, ça va plutôt être le 10% qui vient un petit peu faire plaisir. Est-ce que tu vois le fast graph là Ouais, donc là, je suis parti c'est sur le good. fast graph aussi. Donc en effet, moi j'aime bien regarder donc l'évolution. On le fait en 3 temps, je pense, l'évolution des ventes. Donc là, évidemment, on est sur une entreprise assez jeune, hein, puisque du coup, Meta et du coup plutôt Facebook a IPO en 2011. Donc on voit quand même chaque année une augmentation des ventes par action, donc plutôt bon signe. Même si évidemment on est sur des croissances plus faibles, par exemple ici en 2022 5%, 2023 estimé 21%, donc ça reste quand même assez élevé, un peu moins fort évidemment que les premières années. Donc ça, les ventes, c'est intéressant. Évidemment, derrière, on va sur les earnings, donc les bénéfices comptables qui peuvent être un peu plus manipulés, mais qui sont quand même assez intéressants. On voit globalement très peu de cyclicité. On a une petite baisse de 15% en 2019, mais ensuite, ça monte bien. On voit la fameuse baisse de 2022 de moins Mais c'est 38%. C'est là que c'est très intéressant parce que juste, je fais une petite aparté, mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des sales, donc au niveau de ses ventes, ça continue de croître plus lentement, mais ça continue de croître. Et derrière, au niveau des earnings, donc ce qui reste à la fin au niveau des résultats nets, ça diminue drastiquement. Donc ça veut dire qu'en fait, entre son chiffre d'affaires qui est tout en haut du compte de résultats et les earnings qui sont tout en bas, en fait, il y a toutes les dépenses de l'entreprise. Et là, on voit typiquement sur la courbe que l'entreprise, du coup, elle a eu une déperdition d'argent énorme. Parce que entre son chiffre d'affaires qui a continué de croître un tout petit peu et ses earnings qui descendent de 38% si je vois bien, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, on sait ce qui Mais s'est passé, mais du coup, c'était négatif. ouais, on peut, tu vois, là, j'ai l'income statement ici. Je pense pas que j'ai que le 2022, donc j'aurai pas le 2023. Mais si on descend, on voit le problème, notamment aussi au niveau des free cash flow. Regarde-moi ça, le Le 62% en CAPEX, ouais. capex. Donc, ça fait 50 milliards de bénéfices opérationnels. Donc, finalement, il y a 50 milliards qui leur restent dans la poche. Et ils vont en mettre 31. Il en a mis 31 dans le métaverse. Donc, en effet, quand tu mets 62% de tout ce qui te reste dans un projet qui n'est pas rentable, forcément, ça fait baisser. Et si on retourne sur FastGraph et qu'on va sur le dernier élément qui est pour moi le plus intéressant, qui est justement le free cash flow, on retrouve un peu la même situation avec un moins 48% du coup en 2022. Mmh. Et si on place le prix, on voit que, je te le disais tout à l'heure, c'est Cas un cas d'école. d'école Meta, Ah, de ouf. parce que vraiment, on suit exactement la courbe orange. On fait moins 48% sur le cash flow, et bien l'action fait quasiment moins 48%, alors peut-être un peu plus même. Ouais, elle a fait moins Moins 70% même. 75. Euh, Moins 75, ouais, j'ai regardé sur Google Finance là, du point haut au point bas, donc vraiment fat. donc Mais après, ce bravo. qui est marrant aussi de regarder là, juste un petit aparté, mais ce qui est rigolo, c'est qu'au final, on voit quand même que les investisseurs
arrive à anticiper, ce qui va se passer parce qu'on voit que la chute commence avant même que les résultats démarrent. Derrière, ça Ouais, ouais. continue de chuter et avant même que les résultats s'améliorent, ça recommence à monter. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper, moi je trouve ça fascinant, l'investissement en bourse parce que tu vois qu'en fait, la psychologie, ça rentre en jeu énormément et que toutes les informations sont quand même, alors on va pas parler forcément de marché efficient, patati patata, mais on voit quand même que les informations, tournent, bien au niveau de l'univers financier et là, ce qu'on voit, c'est que, bah, voilà, ils se sont relevés et derrière le cours a remonté donc ça, c'est ouf. Pour Les mecs qui pour sont moi, tu passés vois, en c'est bas, ils marrant ont dû parce se que régaler, hein. tu parles de marché efficient. Pour moi, tu vois, c'est une preuve que les marchés sont pas efficients. Au contraire, parce que finalement, ils n'ont pas été capables ici alors, en même temps, c'est difficile à prévoir, évidemment, mais ils n'ont pas été capables de se dire, même si aujourd'hui, Monsieur Zuckerberg fait des projets dans le métaverse, ça ne veut pas dire que le business qui est derrière, Facebook, ne sera pas rentable sur le long terme. Donc, tu vois, finalement, Bah, je en pense fait, que cette manière de dire, c'est ouais, un peu logique que mais le prix baisse forcément quand les résultats sont moins bons. Mais il y a aussi une part de est-ce que justement, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas été, peut-être ceux qui ont vendu à ce moment-là, est-ce qu'ils n'ont pas été trop orientés court terme, tu vois? je pense que si, je pense qu'il y a une différence entre l'efficience à court terme et l'efficience à long terme, on va dire et là, pour le coup, les nouvelles court terme ont largement trop impacté le cours par rapport à l'aspect long terme de Meta. On voit quand même que, jusqu'à 2021, enfin, ça faisait que monter donc c'est pas parce qu'il y a une année de baisse, ce qui peut arriver et genre, ça reste, enfin, des boîtes avec, bon, Meta n'est pas une boîte, réellement cyclique mais putain, ouais, la performance là de si les mecs, Ouais, ils sont 201. passés un peu Beh, bas, en fait, c'est très rare d'avoir des opportunités comme ça de big tech, d'entreprises qui pèsent énormément. Meta, je crois qu'aujourd'hui, c'est la cinquième plus grosse action du monde, qui prennent à moins 70% et tu te dis, je peux les acheter à moins 70. Maintenant, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est une grosse boîte que forcément elle va récupérer. Tu vois, la réflexion doit aller plus loin que ça. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, bon, ils ont des actifs, etc. Moi, j'avoue que Meta, pour moi, c'est, je sais pas ce que toi t'en penses. J'ai toujours eu du mal. Je me souviens qu'on l'avait sélectionné dans le portefeuille 1.0, mais je lui avais donné une note de 2 étoiles, il me semble. Ou peut-être que j'avais donné 3 et puis j'étais revenu à 2. C'est vrai que ce qui m'a toujours un peu gêné, c'est que j'ai l'impression que contrairement à, tu vois, du Apple, ou même du Microsoft ou même du Amazon, tu vois, j'ai l'impression que alors Amazon a d'autres soucis, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore tout à fait le contrôle, tu vois, sur leur publicité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'outil qui va avec la pub et je trouve que, on a vu notamment, je peux comprendre qu'il y avait un doute à ce moment-là parce qu'on a vu l'arrivée de TikTok qui a vraiment, explosé en termes de réseau social et on a vu Google qui continue évidemment de faire beaucoup de pubs, qui est un concurrent important. On a vu aussi, tu vois, Amazon qui s'est mis à lancer des pubs très ciblées parce que les gens sont sur l'e-commerce, sont sur Amazon, ils veulent acheter. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça reste un truc qui n'est pas encore tout à fait prouvé. Et même si Meta, Facebook, qui est un peu vieillissant, tu vois, je pense que Meta, ils ont aujourd'hui bien Instagram pour eux et ils montrent qu'il y a énormément de gens qui utilisent les produits. Mais je sais pas, moi, j'ai plus de mal à me projeter sur le long terme, à me dire, est-ce que cette boîte, tu vois, je suis garanti sûr qu'elle marchera sur les 10 prochaines années. Je sais pas toi, quel est ton avis là-dessus, Clem? je t'avoue que j'ai pas assez poussé l'analyse, pour avoir un jugement, clair et très précis là-dessus. Mais, après quand même, bon, ça fait de nombreuses années que les réseaux sociaux sont là et en fait, le truc, c'est que ce qui m'inquiéterait un peu avec Meta, moi je l'ai en portefeuille, Meta et en vrai, je l'ai gardé pendant la phase où c'était un peu la cata au niveau du prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quand même une bonne plus-value dessus. Mais, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est, de voir ce genre de choses qui s'est passé en 2021 où, en fait, on aurait dit qu'ils étaient perdus au niveau de l'entreprise, au niveau de la direction qu'ils prenaient, au niveau de leur Ouais. vision, au niveau de ça et moi ça m'inquiète un peu dans le sens où, on a quand même envie dans nos critères de qualité alors certes au niveau, tu vois, quantitatif, au niveau des ratios financiers, c'est, globalement, très positif, mis à part l'année où c'est parti en cacahuète. Mais derrière, tu as justement, cette deuxième partie où tu analyses un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, comment est gérée l'entreprise, la gouvernance, les décisions qui sont prises et c'est vrai qu'au final, c'est un élément c'est une décision qui a été prise, qui a été ponctuelle, tu vois? C'est pas, quelque chose qui a été récurrent, mais cette décision-là a été vraiment pourrie, quoi. Genre, enfin, Mais après avoir, tu sur le long tu terme, vois, mais moi, j'ai l'impression, oui et non, parce que j'ai l'impression que ça partait d'un bon sentiment. Parce qu'à la base, ce qui s'est oui, bien passé, tu sûr. sais, c'est Apple qui a dit, bon, maintenant, interdit de suivre, Ouais, les pour les pubs, personnes ouais. sur leur iPhone.
Et ça a mis un sacré coup à la publicité de Meta, même si aujourd'hui, tu vois, on voit que les annonceurs retournent pour faire la pub. Mais moi, j'ai fait de la pub Facebook pendant longtemps et j'avais encore pas mal de contacts qui faisaient de la pub lorsque Apple a annoncé la news. Et clairement, ils m'ont dit, c'est plus possible de targeter aussi bien qu'avant. Donc, en fait, Apple, avec une simple décision, parce que justement, ils contrôlent le hardware, eh bien, Ouais. ils ont pu mettre une énorme claque à Zuckerberg. Tu vois. Et je pense que ce qu'il s'est dit à ce moment-là, c'est qu'il s'est dit, c'est mort, je veux plus être dépendant d'Apple. C'est-à-dire que finalement, son produit n'existe que sur la plateforme Apple. Et donc, je suis dépendant de toutes les décisions Apple. Et Apple peut vraiment le bully, quoi. Tu vois, Apple a dit, bah, Facebook, on n'aime pas. Boum, on peut pas évidemment empêcher les gens de télécharger l'app, mais par contre, on peut lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'ils ont fait avec toute cette histoire de privacy. Et tu vois, du coup, je comprends l'idée de Zuckerberg de se dire la prochaine génération hardware, elle est pour moi. Tu vois. Et c'est ce qu'il a fait en rachetant le MetaQuest parce que aujourd'hui, on pense, Ouais. voilà, c'est la vie générale de se dire que le prochain réseau social, il sera avec un casque. Enfin, le prochain hardware, ça sera un casque. On voit qu'Apple a aussi, s'est aussi lancé Ouais, dedans. le Vision Donc, ça va Pro, être intéressant de voir Meta est en train de se positionner plutôt entrée de gamme, alors qu'Apple, tu vois, le casque, il me semble qu'il coûte, voilà, il coûte 300 balles. Et puis pour l'instant, c'est surtout utilisé pour du jeu vidéo, pas beaucoup pour Apple? la bureautique. Non, non, Apple, 300 il balles, coûte, c'est Meta. ah oui, Et Apple, au contraire, est en train de 3000. positionner son casque beaucoup plus cher, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Et mais après, ce qui est assez rassurant quand même sur Meta, c'est que mine de rien, en 2023, c'était pas une année, qui était, ultra bonne pour, les annonceurs et cetera. Avec les taux d'intérêt qui montent, tout coûtait de plus en plus cher, pas mal d'inflation. C'était pas forcément l'année, hyper bonne avec, grave de croissance, toutes les conditions économiques réunies pour que, les entreprises tournent et fassent beaucoup d'argent et que derrière, ils investissent beaucoup dans la publicité. Et malgré tout ça, ils ont quand même réussi à faire une année 2023 qui, du coup, bah, semble excellente. Donc derrière, c'est qu'ils ont quand même un business model, qui est très solide. Et je pense quand même qu'au niveau des réseaux sociaux, ils sont très, très bien placés, hein, quand même, oui, entre Instagram Bah, Facebook, c'est vieillissant, mais tu vois, tu as quand même beaucoup d'annonceurs qui vont sur Facebook, hein. Et ouais, certes, je pense que l'utilisation de Facebook est différente aujourd'hui. C'est plus, moi, j'ai tout le temps les trucs, je sais pas si tu les as toi aussi, mais les rappels là, les souvenirs sur, sur, Facebook, des posts qu'on mettait en ouais. 2012. Bon, bah, ça, c'est fini, tu vois? Genre clairement, dire, «Oh là là, quel match de foot incroyable, j'ai marqué un but», enfin, tout le monde s'en tape. Par contre, je pense qu'il y a quand même Ça pas a mal changé. de pubs qui passent et il y a une génération qui est peut-être pas la nôtre, qui est dessus aussi et qui pour autant consomme, tu vois? Je pense que les, 35-50, ils ont plus commencé avec Facebook qu'Insta. Mais après, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est long terme? Est-ce qu'ils vont pas, s'épuiser au bout d'un moment? C'est ça, en fait, c'est Mais pour les annonceurs, c'est intéressant parce que, en effet, tu peux cibler des gens plus âgés. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus des gens plus âgés qui sont sur Facebook. Donc, c'est un peu le souci de ce réseau. Est-ce qu'il va arriver à se renouveler parce que les jeunes, ils sont pas du tout, tu vois. Nous, on est encore la génération, on a un compte Facebook, mais je pense que les plus jeunes, tu vois, ceux qui ont 20 ans, ils sont sur je crois qu'ils en TikTok ont ou pas. Insta, mais ils ont même pas de compte, à mon avis, ils ont même pas de compte Facebook. Donc, heureusement, ils ont Instagram. Ils ont lancé Fred aussi, qui est un espèce de concurrent à Twitter, qui apparemment a fait quand même un bon démarrage. J'ai pas trop suivi où ça en est aujourd'hui. Donc, on voit qu'ils sont quand même capables. C'est d'ailleurs la force, je pense, de Meta, c'est d'être des très bons copieurs. Parce que typiquement, Snapchat avait lancé les Les stories, stories? ça a cartonné, tout le monde Ouais. s'est mis sur Snapchat. Instagram, boum, Meta, il copie la fonctionnalité d'Instagram. Donc tout le monde crie au scandale en disant mais c'est abusé, tu fais que copier, etc. Résultat, aujourd'hui, Snapchat, ça pèse plus rien, plus personne n'utilise. Et c'est marrant parce que j'ai vu que le gain qu'a fait Facebook là, juste après l'annonce de ce C'est truc-là, la donc on ne l'a pas dit, mais l'habitant a pris capitalisation de Snapchat? 14%. Et c'est 5 fois la capitalisation de Snapchat. Donc, Ouais. pour dire que pour moi, ça y est, il a gagné. Enfin, versus Snapchat, franchement, il n'y a même plus de débat aujourd'hui. Voilà. Et pour un annonceur, c'est intéressant de pouvoir toucher à la fois des gens sur Instagram, donc des plus jeunes, et des gens plus âgés. Moi, l'inconvénient que je vais avoir avec Meta, c'est que de manière générale, j'utilise beaucoup plus YouTube. Je consomme beaucoup plus les produits Google, donc j'utilise beaucoup les produits Google. Et tu sais, je pense qu'il y a tu as plus de facilité à investir dans les produits que toi tu consommes bien. Moi, je sais que je consomme pas trop Insta. Je sais que ma chérie consomme pas mal, mais moi beaucoup moins. Facebook, en effet, vieillissant. Bon, j'utilise beaucoup WhatsApp et Messenger, mais c'est quand même beaucoup moins monétisable. Ouais, ouais. Et c'est comme Après, Google, c'est-à-dire que c'est 90% de la publicité aussi, tu vois. C'est-à-dire que la publicité, on a toujours un peu du mal à se dire, aujourd'hui, c'est toujours en croissance, donc même dans les périodes de ralentissement économique, ils sont parvenus à poster des meilleurs chiffres. Mais peut-être qu'on va arriver à une période où, en effet, s'il y a une vraie récession, est-ce que les annonceurs voudront mettre autant dans la publicité? Et à ce moment-là, tu vois, je préfère avoir une boîte dans les big tech, typiquement un Microsoft. Voilà, les grandes boîtes, elles vont pas arrêter de payer leur abonnement à Microsoft juste parce qu'il y a ouais. un ralentissement économique, tu vois. Tu t'arrêtes ton abonnement à Microsoft que quand ta boîte, elle fait faillite, quoi. Alors que la publicité, ça reste une dépense d'entreprise qui est viable et c'est le premier truc qui saute si jamais il y a un problème, tu vois. Si Il y jamais il y a un problème, a tu es obligé de garder un peu tes applis et tout. Mais la pub, tu te dis, bon, là, c'est chaud, vas-y, je coupe la pub et le temps de me refaire, quoi.
Bah, c'est là qu'on arrive un peu à justement essayer de déterminer si, l'entreprise a un avantage concurrentiel durable ou pas, hein. Et clairement, c'est une notion qui est hyper, hyper importante. Et quand tu compares un Facebook ou un Meta à un Microsoft, c'est vrai que, Microsoft a quand même, enfin une douve, un moat qu'ils appellent ça chez Morningstar, qui est plus élevé que Meta. Parce que c'est vrai, en plus, tu l'as dit tout à l'heure, mais Meta se fait attaquer un petit peu de tous les côtés. Apple avait, coupé du coup, l'accès aux données sur, les iPhones. Google, son concurrent au niveau de la pub. Il y a Amazon qui arrive également. Donc il y a quand même des grosses boîtes qui arrivent en face avec des Hop. gros moyens et qui vont venir, concurrencer ce qu'ils font. Après, je pense aussi que tu as peut-être un biais toi de ton côté parce que tu utilises pas trop Instagram. Mais moi je sais qu'autour de moi, clairement il y a beaucoup plus de personnes après toujours pareil, moi j'ai peut-être un biais aussi de mon côté, mais j'ai beaucoup plus de personnes qui utilisent Insta que YouTube. YouTube, Ouais. c'est quand même, c'est du format long, tout le monde n'est pas adepte de ça, tu vois? Moi, que ma chérie, elle fait pas du tout YouTube, zéro, que dalle. Par Je pense contre, que Insta, c'est plus féminin Insta. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de meufs et beaucoup plus d'influenceuses sur Insta et au contraire YouTube, c'est un peu plus des mecs. Donc après tu as un peu tout mais c'est vrai que tu as moins de youtubeuses féminines, tu vois, qui ont percé. Tu as beaucoup plus d'influenceuses et au contraire tu as mmh, moins d'influenceurs sur Insta, enfin tu vois? Donc ouais, c'est il y vrai, ouais. a et finalement chacun a choisi un peu son réseau, et Insta ça plaît bien, c'est assez visuel et cetera. Je pense que c'est un réseau qui est très puissant et qui restera, bien. Mais comme tu l'as souligné, pour moi, c'est un cran en dessous d'un Microsoft, tu Ouais, vois. Et vu que j'investis vraiment dans des boîtes où je veux être certain de la qualité et du truc, pour moi, en effet, Meta, c'est un peu plus une histoire qui est en train de se dérouler et on n'est pas. Enfin, ma conviction, elle est à 80%, elle n'est pas à 90%. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai préféré l'éviter. Mais le versement du dividende, je me dis, ah, c'est quand même une news intéressante et j'espère que ça va pousser aussi des boîtes comme Google ou comme Amazon qui sont aussi des superbes business, mais qui ont ce défaut de dépenser énormément en CAPEX, qui mettent pas les actionnaires en premier, en quelque sorte. J'espère que ça va leur mettre un petit peu, tu vois, que ça va les réveiller et qu'elles vont se dire, elles aussi, tiens, il faudrait que nous aussi, on se mette à reverser une partie de nos bénéfices en dividendes parce que ça voudrait dire qu'on contrôle bien nos dépenses et qu'on fait attention de ne pas partir dans des projets. Donc voilà, qu'on a atteint finalement un stade de maturité plus avancé et que avant de penser en termes de qu'est-ce qu'on met dans le CAPEX, on sait qu'on va reverser une partie à nos actionnaires, quoi qu'il arrive. Donc après, je sais que yes. dans les commentaires, des gens vont nous dire mais les dividendes, c'est pas optimisé fiscalement, c'est n'importe quoi. Oui, Donc mais là, après, ça c'est en fait plus. France et machin, donc là, là, on parle vraiment de l'intérieur de l'entreprise, de l'allocation de capital de l'entreprise en elle-même. Faut comprendre qu'il y a des actionnaires, donc là, je réponds aux commentaires en avance, mais il faut comprendre qu'il y a des actionnaires dans le monde entier. Donc la taxation sur les dividendes en France n'est pas la même que celle à Maurice, n'est pas la même que celle aux États-Unis, n'est pas la même que celle à Dubaï, et cetera, et cetera. Donc l'entreprise, elle est pas là pour dire: «Ouais, c'est pas optimisé fiscalement pour les petits Français». Elle est là pour dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait de notre argent et qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour du coup satisfaire nos actionnaires?» Et mais et puis et puis dans tous les pays, il y a de l'imposition. De toute façon, à la source, tu as 15%. Les États-Unis prélèvent 15%. Donc mmh. en effet, un dividende, même, tu vois, par rapport aux pays sources, de manière générale, ça sera moins optimisé, qu'un rachat d'actions, puisqu'un rachat d'actions, à nouveau, actuellement, c'est pas imposé. Maintenant, on l'a vu, un rachat d'actions, c'est pas forcément optimisé au bon moment et tout dépend de ce que va faire l'entreprise. Et je pense que beaucoup d'actionnaires préfèrent finalement, plutôt que l'entreprise dépense de l'argent un peu n'importe comment et qu'elle crame finalement l'argent, parce que c'est ce qui s'est passé avec le projet du métaverse. Pour l'instant, c'est de l'argent qui a été brûlé. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient préféré que, ça ne veut pas dire que Zuckerberg investit pas du tout dans le métaverse, mais il y a beaucoup de gens qui auraient préféré qu'il y aille plus doucement, tu vois, qui s'y intéressent, mais sans mettre autant de capital dedans. Et à la place, tu vois, le capital qui a été cramé, qu'il ait été reversé sur les dividendes, en dividendes, parce qu'on aurait récupéré dans notre poche. Donc, Bah, cette de ouf histoire et d'optimisation de dividendes, et même d'ailleurs, tu vois, dans tous les cas, on parle aussi beaucoup des ETF, tu sais, accumulant, distribuant. Dans tous les cas, il y a un dividende qui est versé et il y a une taxation. Donc, en effet, mais la grosse différence, c'est que le dividende, il vient dans ta poche, alors que tout ce qui va être achat, ça va aller dans le prix de l'entreprise, ça va aller dans sa valorisation en bourse, et bah, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné. Donc, je pense qu'il y a un aspect dans le dividende qui est sécurisant, c'est le fait de recevoir une partie de son investissement sans avoir à vendre son action. Et on débattait beaucoup ensemble parce qu'il y a certaines personnes qui disent que le dividende, on en a beaucoup débattu, je ne sais pas si tu te souviens, avec Mathieu, qui nous dit voilà, le dividende, ça n'a aucun impact. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, à la fin du podcast, évidemment, c'était en off, on en avait reparlé. Mais l'exemple pour moi le plus parlant, c'est que si l'entreprise fait moins 50% sur son cours et qu'elle verse un dividende, pour moi, c'est pas du tout pareil que si tu vendais la boîte à ce moment-là. Parce que finalement, le cours de l'action va baisser du montant du dividende, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit en bourse et que généralement, les mecs vont racheter, tu sais, les traders vont aller. Donc, tu as deux types en fait. Tu as sur certaines places boursières, il y a vraiment l'action qui va chuter exactement du montant. Et des fois, c'est juste les traders qui achètent et qui revendent pour en fait annuler l'effet du dividende.
Ouais, c'est les Et la market makers, théorie quoi. hein? C'est les market makers là qui sont censés enfin qui sont là un peu pour faire ce tampon, Ouais, pour ou éviter ou 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 que en même fait, des non, non, tu as même parce des que ça traders déréglerait ouais, ouais, qui font mais des ça dégage stratégies ça où ils essaient de récupérer le dividende et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, plus tu as de personnes qui le font, au final, le gain, il finit par s'annuler et c'est pour ça que, quand une entreprise verse son dividende, finalement, le cours de l'action baisse autant, que le montant qui a été versé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de l'entreprise qui est derrière, pour moi, elle n'a pas baissé d'autant et c'est là le paradoxe, c'est qu'une entreprise n'est pas toujours bien valorisée. Si elle était toujours bien valorisée en bourse, alors en effet, elle a 100 millions sur ses comptes, elle te verse 50 millions en dividende. Bon, toi, tu as reçu les 50 millions et l'entreprise vaut 50 millions de moins puisqu'elle te les a reversés. Mais dans la réalité, on sait bien que la valorisation d'une entreprise, c'est extrêmement volatile et qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'elle t'a versé 50 millions qu'elle va être valorisée sur ces 50 millions-là. Et on sait très bien que notamment la valorisation d'une entreprise, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est beaucoup l'anticipation des futurs résultats. Et finalement, ce n'est pas parce qu'une entreprise reverse une partie de sa trésorerie que forcément elle vaut moins ou forcément elle vaut plus. Tout dépend de ce qu'elle aurait fait à la place avec cette trésorerie et de ce que ça va donner dans le futur. Donc attention aussi, parce qu'il y a plein de gens qui disent dès que l'entreprise verse un dividende, ça y est, la croissance est terminée, ça veut dire que c'est une vieille boîte. Les gens disaient pareil quand Microsoft s'est mis à verser son dividende, je ne sais plus quand c'était il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, on voit que Microsoft a pu être une excellente boîte de croissance. Donc pour moi, on peut tout à fait avoir tu vois, la croissance et le dividende, quoi. tout reste, au niveau de la proportion, c'est toujours pareil. Si tu verses, 1 000 000 en dividendes à tes actionnaires alors que tu fais, 40 milliards de free cash flow, bon, au final, tu en verses une toute petite partie. C'est au final, c'est presque une miette de pain que tu verses, aux dividendes et aux actionnaires en dividendes, mais c'est quand même quelque chose. Après, ce qui est intéressant à regarder aussi, je regardais, mais au final, ces boîtes-là, Google, Facebook et tout ça, mine de rien, c'est pas des boîtes qui devraient avoir des énormes dépenses en CapEx parce que c'est pas des enfin, il y a pas besoin, d'acheter des avions, il y a pas besoin de construire des énormes usines, il y a pas besoin d'énormes machines, quoique il doit y en avoir quand même, différentes Les de serveurs. l'industrie, mais ouais, ouais, mais globalement, c'est pas des entreprises qui sont censées cramer de l'argent, autant qu'une entreprise qui est, enfin, tu vois, je compare avec l'aviation, mais qui achète des avions, tu vois? Eux, ils ont besoin d'acheter des avions pour faire leur, business. Ces entreprises qui sont dans le digital ont quand même besoin, normalement, de dépenses d'investissement qui sont moindres par rapport à des grosses, entreprises industrielles et pour autant, on voit qu'ils dépensent, ils crament, quoi. Genre ils dépensent Bah, beaucoup, beaucoup d'argent. ouais. Genre, Je pense que alors autant Microsoft d'ailleurs, c'est un peu plus justifié parce qu'il y a Azure, donc tu vois, il y a besoin de gros serveurs pour tout ce qui est cloud et typiquement, tu vois, on parlait de l'avantage de Microsoft quand tu as un Azure, tu vois, ou tu as un Amazon, tu as AWS, les entreprises construisent tout leur écosystème sur, ces services de cloud et donc là, c'est vraiment pas un truc que tu peux, te passer du jour au lendemain par rapport à une dépense, publicitaire, tu vois? mmh, Maintenant, tu as évidemment que Meta a sûrement des gros annonceurs et des gens qui dépendent beaucoup de la pub Facebook et tant que c'est rentable pour ces annonceurs-là, ils vont continuer même si de manière générale, on voit aussi que le coût de la publicité augmente avec le temps. Donc, il faut s'assurer de la rentabilité, évidemment, de cette publicité. Mais ouais, c'est un peu mais bizarre qu'il y ait tu autant de vois? capex. Je pense que c'est Ouais, une envie, tu vois, de prévenir, de prévoir le futur, en fait. C'est de se dire, j'investis à fond dans le métaverse parce que je veux cette technologie qui sera le prochain, tu vois, le prochain Switch. Je veux l'avoir pour que finalement je puisse aussi contrôler, on va dire, tout l'écosystème, un petit peu comme Apple. Je pense que notre marque, il est jaloux de l'écosystème qu'a pu créer Apple et il a envie d'avoir son propre écosystème, tu vois, être le gagnant finalement sur cette mais première, ce futur. est-ce qu'on n'en revient pas au fait que justement l'entreprise est en train de peut-être s'écarter de son business model qui a fait sa réussite et que justement elle est pas en train de potentiellement perdre en rentabilité, perdre en performance? Parce que tu vois, c'est quand même ouf. Genre, il y a, au niveau des flux de trésorerie, d'exploitation, on était à 50 milliards sur 2022, donc c'est l'année d'avant et 29 milliards dépensés du coup, en dépenses d'investissement, quoi. Non, C'est mais c'est une grosse partie, c'est c'est énorme. Pour moi, je trouve ça clairement, énorme. clairement, c'était trop et surtout que cet argent, voilà, en fait, c'est est-ce qu'il a bien été utilisé, tu vois? Est-ce qu'ils n'auraient pas obtenu les résultats? On le sait très bien, quand tu as une entreprise, tu sais très bien que c'est pas parce que, tu as 100 000 € que tu vas faire une meilleure chaîne YouTube que quand tu as 10 000 €. En fait, des fois, c'est pas le montant d'argent, c'est des fois, tu vois, mettre les bonnes personnes au bon endroit, avoir des gens qui bossent bien, tu vois? Donc c'est vrai que c'est des montants énormes et malheureusement, c'est un retour sur investissement très long. Après, là où quand même il faut équilibrer le propos, c'est que s'ils font rien, tu vois, c'est-à-dire s'ils se disent bon bah c'est bon, on a notre business de publicité et voilà, on le fait juste tourner et on n'innove pas et tu vois, ça marche pas non plus. Pour moi, il faut trouver le bon équilibre entre
on est profitable aujourd'hui et on a une grosse partie, on en reverse à nos actionnaires, on rachète nos actions, enfin, on fait tout bien. Et en même temps, évidemment, on a une partie qui est allouée pour s'assurer de conserver en fait la douve qu'on a aujourd'hui. Parce que s'ils font rien, bah, évidemment, il y a des concurrents qui arrivent. Et on l'a vu, tu vois, TikTok est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait Meta comme d'hab? Ils ont copié les shorts et aujourd'hui, Instagram, il y a énormément de shorts parce que bah, ils copient un petit peu Un peu tout ce qui TikTok, ouais. fonctionne quand ils voient chez quelqu'un d'autre. Et c'est une Mais, stratégie d'ailleurs, plutôt que de racheter, ils copient ouais, ouais. et jusqu'à Mais est-ce présent, que ça tu en leur a bien vendrais? C'est réussi. peut-être mieux alloué justement sur, l'optimisation de tout ce qu'ils ont construit et potentiellement, la création de nouveaux réseaux ou en tout cas de nouvelles façons de faire de la pub et de rester en fait sur le business model qui les a fait réussir, plutôt que d'essayer d'aller justement copier ou, essayer d'aller concurrencer des boîtes, telles que Apple sur, du hardware par exemple, où, ils Ouais, sont déjà énormément en avance. Donc en fait, bah, c'est ça qui est oui. difficile de savoir, c'est est-ce que peut-être que ça va être un choix gagnant, mais peut-être que ça va être un choix qui, au final, ne sera jamais payant et pourtant, il y a de l'argent, qui est cramé tout le temps, pour ça. Donc c'est aussi là, on parlait d'allocation de capital, mais peut-être que, il y a peut-être besoin de moins d'investissement et peut-être que verser un dividende, beh, va les forcer à réfléchir un peu plus, à moins cramer, à essayer de prendre des décisions plus réfléchies, aller peut-être, et tu vois, réfléchir un peu plus, prendre un peu plus de recul. C'est sûr, mais je pense que notre cher Marc, il en a marre d'être en dessous d'Apple, tu vois? En fait, il a envie aujourd'hui, il en a marre d'être juste l'application où tu as besoin d'avoir un iPhone pour, tu vois, aller sur Facebook et sur Instagram. Il a envie que tu mettes le casque Meta et que tu utilises les services de Meta dans le casque. Et finalement, avoir le hardware et le software, ça apporte quand même une sacrée puissance. De ouf. Et je pense que voilà, il a plus envie de juste être, la personne qui a, uniquement l'application, tu vois? Parce que finalement, même s'il crée un super réseau, tu vois, dans le casque, si c'est le casque d'Apple, ben, Apple, à nouveau, peut venir l'embêter, peut lui dire bah non, tu fais pas ce que tu veux. Donc, on retombe sur cette histoire que je pense que cette envie d'essayer d'être présent sur le hardware, elle me semble pas tellement hors sujet, mais c'est plus les quantités d'argent et tu vois, pour moi, c'est les C'est la quantités d'argent proportion, qui ont ouais. été déployées trop rapidement et sans vrais résultats concrets. Ouais, voilà, c'est le C'est résultat compliqué. délivré derrière qui est décevant. Genre, avec tout cet argent qui est investi parce que bon, là, on parle quand même de sommes, c'est des milliards et des milliards qui ont été investis pour ça et le résultat est un peu décevant. Donc c'est ça aussi qu'il faut surveiller parce que si c'est décevant pendant 1, 2 ans et qu'ensuite ils arrivent à trouver, un market fit, quelque chose qui fonctionne et qui va venir concurrencer d'autres produits, OK. Mais si pendant 4-5, i en fait, ça marche pas et que le produit il est pas incroyable et que les autres font mieux, bah, en fait, c'est beaucoup d'argent qui aurait pu être, réinvesti ailleurs ou versé aux actionnaires ou pour acheter plus d'actions et au final, c'est aussi la folie de ces genres de ce genre de patrons-là comme, Zuckerberg, Bezos, tous ces mecs-là, i en fait, c'est des mecs, c'est une compète pour eux. C'est comme s'ils allaient, faire un tournoi de tennis, hein, c'est celui qui va gagner. Et en fait, est-ce que ça, nous, en tant qu'actionnaires, on veut potentiellement avoir, du coup, cette folie un peu des personnes qui sont là-haut? C'est un pari, tu vois? C'est un peu, parier sur, le génie ou la folie de Zuckerberg. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que il a été, je pense qu'il a raison, mais trop tôt, tu vois. C'est un peu le problème des mecs qui sont dans la Silicon Valley, c'est que des fois, tu as l'impression que le futur est juste là, tu vois. Et typiquement, il avait probablement l'impression qu'en 2021, ça y est, tout le monde allait être sur le métaverse. Et c'est vrai que vu l'argent qui a été investi, tu vois, il y a eu quelques démos, je sais pas si tu avais vu, il y avait quelques vidéos démos qui sont sorties du métaverse. Enfin, franchement, on dirait les Sims. Franchement, tu disais, mais voilà. Et aujourd'hui, on est encore très loin, je pense, du Switch où tout à coup, les gens vont arrêter d'utiliser leur iPhone et mettre un casque sur la tête. Tu vois, on en est très loin. Et donc, je pense que la stratégie d'Apple de se dire, bah, on lance un produit ultra haut de gamme et tu vois, on y va petit à petit et on essaye, tu vois, qui va être adapté. Je pense que c'est une très bonne stratégie de commencer plutôt sur une version luxueuse. Ouais, Typiquement, même c'est ce monde. qu'avait fait Monde. Tesla et ça avait très bien marché. C'est-à-dire, tu le réserves à une catégorie de personnes qui ont vraiment les moyens et qui sont passionnées de ça, qui vont le montrer à leurs amis, etc. Et petit à petit, ça va devenir mainstream, tu vois. Mais les premiers iPhones, c'était un objet de luxe que très peu de gens avaient. Et 3-4 générations après, c'est devenu quelque chose de commun, tu vois. Donc, est-ce que l'histoire va se répéter sur le casque VR et est-ce que Meta sera en effet capable, et je pense que ça va être difficile parce que Apple, ils sont quand même très bons sur le hardware, est-ce que Meta va être capable de vraiment concurrencer ça peut-être que Meta sera, tu vois, comme Android avec iPhone, donc une version peut-être moins chère du casque. À voir, quoi. C'est, ouais. Mais je pense que tu as raison, c'est une bonne strat de Apple de partir sur le luxe, sur le très cher, parce qu'au final, tu as moins de clients, mais tu as quand même des bons revenus. Vu que tu as moins de clients, tu peux avoir, peut-être plus d'attention pour eux
de meilleurs retours, avoir, du coup, enfin, ouais, les feedbacks des clients plus facilement parce que c'est des mecs qui sont passionnés par la tech et qui sont vraiment dedans et qui derrière vont te permettre d'améliorer le produit et en fait, tout ça, ça fait un effet boule de neige plutôt que de commencer avec quelque chose de moins cher, accessible à tout le monde. S'il y a des bugs, ça va râler, ça va faire, du coup, une mauvaise pub et derrière, potentiellement, ça peut faire capoter le projet. Donc en vrai, C'est après Apple, c'est ils sont smart, hein, en vrai, Oui, oui et de toute façon, ils savent positionner, c'est aussi leur force de tu vois, mmh, Zuckerberg, il a essayé de dire: «Le métavers, c'est maintenant» et je pense qu'il y a quand même pas mal de moi, j'ai vu pas mal d'avis sur Amazon, le MetaQuest, il s'est bien vendu. Il y a plein de gens qui en sont contents, qui jouent aux jeux vidéo avec et cetera. Mais est-ce qu'il arrivera à créer, tu vois, cette espèce de magie, cette espèce d'obsession, ces gens qui vont faire la queue, pour avoir le produit, tu vois? J'aime bien ce genre de boîtes qui arrivent à créer quelque chose de tellement fort que les gens deviennent fans, enfin, tu vois, sont prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir. Et j'avoue que le casque Apple, même moi, je me dis, tu sais, moi qui ai un peu les moyens, je me dis, je comprends. Je me souviens, tu vois, au lycée, le premier gars qui avait ramené un iPad, c'était un truc qui venait de sortir. ouais. Donc, je te parle de, ouais, il y a 10 ans, quoi. Et, putain, mais tout le monde était autour de lui en mode, waouh, c'est quoi et tout. Tu vois, Apple a cette capacité, je trouve, à créer de la magie que d'autres entreprises n'arrivent pas forcément à faire aussi bien. Et du coup, à voir ce que ça va donner avec le casque. Mais typiquement, ils vont sortir le casque. Tous les youtubeurs tech vont faire une review dessus. Il y en a, j'ai vu d'ailleurs déjà deux, trois mecs qui l'ont testé et qui ont dit que c'était impressionnant, que c'était vraiment genre Ouais. un truc de fou. Et que ça signerait presque la fin des télés parce que une fois que tu as ça, tu n'as plus envie d'acheter une télé parce que tu te dis, bah, en fait, je peux tout voir en 3D et c'est plus agréable, quoi. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, En aussi vrai, bien ce au niveau serait des ventes, marrant mais tu vois, à ils tester, vont ouais. pas en vendre beaucoup. C'est plus, est-ce que finalement les gens vont dire c'est quoi ce truc de dingue, quoi. Et c'est ça en fait qui est le plus important, je pense, pour bien lancer un produit, quoi. Et c'est aussi, ouais, c'est toute la force de Apple, hein. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à le faire avec énormément de produits. Dès qu'ils sortent quelque chose, c'est les AirPods, révolution, l'iPod Touch à l'époque, écran tactile, l'iPhone, tout ça, c'était, révolution de ouf. Derrière, ils ont réussi à créer quelque chose avec les applications, avec, des développeurs qui créent des trucs encore plus ouf sur leurs applications. Moi, je me rappelle de je sais pas si tu jouais, mais genre Doodle Jump, Temple Run, tous les premiers jeux, genre auxquels on jouait, tu vois? À l'époque, ça, c'était incroyable et derrière, tu as les mecs, qui arrivent à créer, des MacBook, de fou. Le casque Apple, genre il est fou. Enfin, tu vois, Et il tu se sais rate que il se rate très rarement. c'est super intéressant que tu dises ça parce que tu parlais des développeurs. Je pense que le game pour Apple, ça va être de gagner les développeurs, en fait. Parce qu'en Mmh. fait, celui qui gagne sur un nouveau hardware, c'est celui qui gagne les développeurs. Parce que finalement, Apple, un iPhone sans les applications, c'est rien. En fait, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, Oui. en fait. Et c'est là la force d'Apple, c'est qu'en fait, Apple va faire un produit qui arrive à avoir des fonctionnalités, donc ils vont faire un hardware nickel. Et ensuite, il y a tous des développeurs qui vont aller développer sur l'écosystème d'Apple pour finalement venir enrichir l'iPhone. Et l'iPhone, il est intéressant parce qu'il y a tous ces millions de développeurs qui ont proposé des super applis dessus. Tu vois, moi, je me suis acheté l'Apple Watch il n'y a pas longtemps. Et même Apple, ce qui est fou, c'est que quand tu vas dans santé, bon, bah, tu vois un peu ton nombre de pas, tu vois combien de temps tu as dormi la nuit. Et tu vois, j'avais pas trop d'indications sur mon sommeil. Tu vois, j'avais juste le nombre d'heures. Qu'est-ce qu'ils font? En dessous, ils te mettent, voilà les applis qu'on vous recommande. Je me dis, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, au lieu de se faire chier à développer une appli eux-mêmes de sommeil, tu vois, qui soit parfaite, etc., ben, en fait, ils font un bon produit hardware qui traque bien. Et ensuite, ils disent, ben, allez installer cette appli des développeurs qui sont géniales. Et nous, par contre, on va prendre 30% de commission si jamais Ouais. En plus, c'est gagnant Vous pour eux achetez, ouais. parce que tu vois, ça te ferait chier que tu sois sur ton iPhone et qu'on te dise, moi, ça me ferait chier qu'on me dise, ah, il y a une fonctionnalité Apple, mais il faut payer 10 euros par mois pour pouvoir l'avoir sur ton iPhone. Par contre, étrangement, je me dis, ah oui, c'est OK d'installer une appli qui est faite spécifiquement pour ça et là, de payer 10 euros par mois et 30% qui va revenir du coup à Apple. Donc, Apple, ouais. ça, gagner les développeurs, c'est super important parce que si les développeurs ils se mettent à développer des superbes applis sur le casque Apple et pas sur le casque Meta, et ben derrière, tout le monde voudra le casque Apple parce qu'il y aura Et les meilleures applis dessus, quoi. et tu penses que c'est pas l'inverse? Ça, c'est tu penses que c'est pas justement si Apple arrive à gagner les clients qu'ensuite ils vont gagner les développeurs? Parce Bah, qu'en fait, tu sais, c'est c'est un serpent c'est qui se la mord la poule et queue. l'œuf, hein. Mais ouais, mais je pense qu'au final parce que là, moi, on le voit beaucoup avec les MacBook, par exemple. Je sais que la plupart des personnes qui travaillent dans le digital, il y en a énormément qui sont passés sur Mac parce que c'est quand même un confort de travail, c'est abusé et donc derrière, tu as de plus en plus d'applications. Genre, je sais, par exemple, l'application de montage, Final Cut, elle est, très fluide, ça marche très bien et moi, je suis pas hyper tech, donc je connais pas toutes les applications, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes et il y a encore les très, très tech qui sont, sur des PC, des tours et cetera et je me jeux dis vidéo s'ils arrivent aussi. Beaucoup de ouais, les gamers jeux qui vidéo restent beaucoup. sur les Ouais, ouais, les PC jeux quand vidéo, tu les ouais. gamers. Mais je me dis s'ils arrivent à en fait, à conquérir ce marché-là à travers les clients,
bah, derrière, forcément, tu auras les mecs, les développeurs qui vont également passer dessus, tu vois. Parce que je suis C'est pas certain. lié. C'est sûr que le Oui, bien développeur, il sûr. se dit pas, il se dit, je vais pas faire une appli si, il y a personne qui Il n'y a utilise pas de le produit. client. Ouais. Donc en effet, ils vont regarder les chiffres des ventes, et cetera. Mais je pense aussi que le développeur, tu vois, il a envie que ça soit joli, il a envie d'être bien payé, il a envie, mais en effet, une des grosses motivations, c'est se dire: «Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le casque?» Et Apple, je pense que c'est ça leur plus grosse force, c'est qu'ils savent que directement, il va y avoir une grosse base de fans et de gens qui vont utiliser le produit parce qu'à nouveau, à mon avis, il va bien se connecter à l'iPhone, il va bien se connecter à tous les autres éléments de l'écosystème. Et donc, c'est assez, voilà, ils ont un avantage injuste en fait. Et quand on parle de Douve, je trouve que c'est un bon exemple parce que, tu vois, je donne souvent cet exemple sur Nvidia. Je me dis, Nvidia, aujourd'hui, ils ont l'avantage technologique, ils ont une avance technologique, ce qui fait que ils mettent à l'amende Intel et même encore un peu AMD. Mais le truc, c'est que c'est qu'une avance technologique. Et donc, si demain, il y a une boîte qui arrive à avoir une meilleure avance technologique, eh bien, fini Nvidia, les gens, tu vois, les big tech, elles achèteront à cette nouvelle Ouais. boîte qui réussit à avoir une meilleure puce. Mais Apple, la force, je trouve, c'est que c'est pas qu'une avance technologique. Certes, ils font des bons produits, des Macs qui fonctionnent bien, etc. Mais c'est aussi l'écosystème. C'est-à-dire qu'on le sait, et pendant longtemps, ça a été le cas, les Macs n'étaient pas les meilleurs ordinateurs tu vois, disponibles. Et même, moi, j'ai des potes qui se foutaient toujours de ma gueule en disant tu payes 1400 euros, moi, pour Ouais. 800 euros, j'ai les mêmes composants que toi. Ouais, mais t'achètes pas qu'un composant, en fait, c'est ça. Et la force d'Apple, C'est c'est qu'ils n'ont l'écosystème. pas besoin d'avoir forcément le meilleur Mac pour continuer de faire des ventes parce qu'il y a plein de gens qui achètent pas pour les composants technologiques, mais pour l'écosystème, pour Ouais, l'interface. mais et encore que, depuis, la puce à main et en fait, ils ont internalisé aussi le concept, et la production de puces donc en fait, ils arrivent ce qui est excellent et ce qui est très fort bah, là, on a dévié complètement sur Apple, les 2 fanboys, je suis mort. On est les pro Apple. Mais En fait, le problème, c'est qu'il mais faudrait qu'on invite un anti-Apple pour qu'il vienne nous clasher un peu, ah parce que ouais, là, mais évidemment, grave. on est tous les deux fans, donc Mais ce qui est incroyable, tu vois, c'est qu'ils ont réussi à construire un modèle et un produit avec le MacBook qui était excellent avec une puce Intel par rapport à la concurrence. Mais ils se disent: «Bah, OK, maintenant qu'on a, le design, que le design il est bon, que l'écran il est incroyable, machin bidule», ils vont se dire: «Bah, vas-y, on va commencer à faire nos propres puces» et les propres puces, elles sont meilleures que celles d'Intel, elles sont mieux intégrées à tout ce qu'il y a à côté et donc l'ordinateur devient encore meilleur et derrière, je pense qu'ils vont peut-être, là, c'est les puces, mais ils vont peut-être, je sais pas, faire, je connais pas tous les composants d'un ordi, mais j'en sais rien, peut-être la mémoire vive ou ce genre de choses, peut-être qu'ils vont internaliser le truc et ça va devenir encore meilleur et petit à petit, ils sont partis d'un truc où, comme pour les applications, c'est d'autres boîtes et d'autres personnes qui travaillaient ouais, avec ouais. eux pour faire un bon produit et après il leur dit: «Sayonara les gars, genre, plus besoin de vous, on a fait notre truc, c'est mieux, ciao» et ça, Non, mais ça, c'est fou, enfin, c'est fou ce qu'ils ont c'est fait parce que incroyable, c'est trop fort. le move de passer sur le M1, on n'en parle pas assez, je trouve, c'est du génie. Bon, déjà, ça Ah a bah coulé oui, Intel. Je regardais les résultats d'Intel, c'est ouais. catastrophique. Ils ont dû, maintenant, il va falloir qu'ils Tu imagines, réinvestissent et tu ça va perds être très Apple dur de comme rattraper le client, retard. oh là là. Et ouais, tu perds Apple comme client. Et d'ailleurs, quand tu analyses une boîte, c'est intéressant de voir si le premier client c'est Apple. Tu te dis attention, il y a notamment, il me semble, il y a Qualcomm, tu sais, qui fait les puces, il me semble 3G pour le téléphone. Et je crois que leur premier client c'est Apple. Donc typiquement, ça pourrait être le prochain qui dégage du La truc prochaine parce puce, ouais. que c'est une puce et Apple peut se dire allez, on va essayer de la faire en interne. Tu vois. Donc Apple ne pourra pas tout faire. Tu vois, je pense par exemple que Apple ne pourra pas remplacer un Visa ou un Mastercard. Même si avec Apple Pay, ils ont aussi, ils auraient les Comme moyens d'être très gros, mais le réseau de paiement, c'est encore un business. Moi qui l'ai un peu pas mal étudié, je pense que voilà, ça fait partie des business qui vont être très difficiles pour Apple de se lancer complètement dedans et d'arriver à recréer un réseau de paiement. Mais on voit que finalement, tous ceux qui ont une avance qui est que technologique, qui est que finalement voilà, une puce, un truc à changer, Apple, ils vont se dire, allez, on l'intègre, ça nous fera plus d'argent et ça nous permettra voilà, de devenir meilleur là-dessus. Et je pense qu'il va y avoir encore des progrès, notamment sur les banques. Ils ont lancé un peu leur carte de crédit. Donc, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'ils seront carrément une banque ouais, ou même, voilà, ils font de la concurrence aux banques, puisque finalement, tu peux stocker chez Apple plutôt que stocker chez ta banque. Dans la santé, voilà, c'est très fort peut-être que aussi. demain, tu iras voir ton médecin et tu lui diras voilà, j'ai mon Apple Watch, elle m'a dit que j'avais un problème au niveau du cœur, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, donc il peut y avoir, moi, c'est ça que je trouve excitant avec Apple. Après, là, on a parlé de tous les avantages. Il faut quand même souligner qu'Apple a justement un peu des ralentissements au niveau de ses ventes. Les résultats sont moins bons en ce moment et ils galèrent un petit peu à faire grandir. Ils ont fait des telles années de résultats Bah, c'est aussi ça, hein. en 2022 que c'est un peu chaud. Et donc, voilà, l'histoire d'Apple aussi, c'est est-ce que la croissance va parvenir à être aussi bonne que les précédentes années? Et je pense que là, c'est l'épreuve du feu pour notre cher Tim Cook, parce que finalement, tous les produits innovants qu'a sorti Apple, c'était sous l'ère de Steve Jobs. Donc, Tim Cook, là, il a un gros challenge. Il sort le premier produit finalement qui n'est que de lui. Le Vision Pro, ouais. Et beaucoup de gens disent que Tim Cook, il est très bon exécutant
mais est-ce qu'il est très bon innovateur, tu vois? Est-ce qu'il va être capable de créer un produit qui sera aussi révolutionnaire qu'a pu l'être l'iPhone, l'iPad ou même l'Apple Watch, qui a Après, pu, tu vois, qui pourrait être aussi dominant, quoi. je pense que, tu vois, si tu prends les 2 profils entre, Steve Jobs et Tim Cook, je pense que tu as un mec qui est, très bon exécutant comme tu le dis et qui gère très bien les boîtes et cetera et ça, à mon avis, c'est une compétence qui s'apprend ou qui se développe. Alors que, de l'autre côté, tu as Steve Jobs qui lui était vraiment un visionnaire et ça, je pense que c'est quand même une compétence qui s'apprend, moins ou qui est peut-être plus innée. Donc, franchement, je sais pas, mais c'est vrai qu'au final, est-ce que Tim Cook, on peut lui demander d'avoir la même vision que Steve Jobs? Pas forcément et pourtant, Apple a très, très bien fonctionné sous Tim Cook, hein, parce qu'en fait, il a très, très bien géré la boîte aussi donc, après voilà, faut voir, je sais pas. Mais bon, est-ce que de toute façon, est-ce que, partir du principe que Apple fera toujours la même croissance que ce qu'elle a fait, jusque-là, c'est pas utopique. C'est déjà une boîte qui est, énormissime. Bon là, je crois qu'il y a eu un petit flip avec Microsoft, ils commencent à se tirer la bourre les 2 au niveau capitalisation. Ouais, ouais, Mais, Microsoft est c'est passé marrant, ouais. devant, Mais bon, c'est des boîtes qui ont une telle capitalisation, un tel chiffre d'affaires, et un tel impact au niveau du marché dans leur globalité, qu'on sait très bien qu'ils vont pas faire, x4 d'ici 5 ans, tu vois? On le sait déjà. non. Mais, Après la mais question, c'est après est-ce qu'ils vont surperformer ou pas le S&P 500, même s'ils ouais, sont Apple est un des plus gros composants du S&P 500, mais je pense qu'ils ont quand même encore, des cartes en main pour continuer d'avoir une croissance qui est, au-delà, et surperformer le S&P 500 par le fait que, ils sont positionnés sur des choses qui sont, comment dire? Qui sont beaucoup plus, tu vois, typiquement, tu lances le casque, même, tu vois, je pense à l'abonnement, d'iCloud. ouais. J'avais vu un truc, ils ont augmenté de 1 $ l'abonnement, Mais moi, je suis à 60 balles, hein. instantanément. Je suis à Voilà, mais tu augmentes parce de que 1 $ par mois. Je crois que c'était 1 $ par mois pour avoir ouais, Apple Plus là et automatiquement, tu fais 100 millions de plus. Enfin, tu vois? Donc ils ont un leverage, tu vois, qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont des coûts quand même qui sont globalement fixes et par contre, le montant d'argent qu'ils peuvent gagner, bah, en fait, c'est eux qui décident un petit peu, OK, on fait payer plus cher et cetera. et Donc ils ont pour moi, pour moi, c'est une boîte l'effet de intéressante. réseau qu'ils ont à l'intérieur avec justement, l'Apple Store et cetera, parce que typiquement, par exemple, moi sur Instagram, pour avoir la petite pastille bleue et éviter d'avoir, tous les cons, qui copient le compte pour aller arnaquer les gens, je le paye 17 balles par mois. Sauf que les 17 balles, je les paye pas directement à Meta, j'ai une facture Apple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Apple, ils prennent 30 des 17 balles et donc Ouais. au final, c'est toujours pareil, tu vois? Ils ont une telle emprise sur tout ce qui se fait au niveau du milieu digital que, tu as quand même une qualité intrinsèque de la boîte qui est folle et derrière, tu vois, est-ce que ça va surperformer? Bon, toujours pareil, on peut essayer de faire des prévisions et en tout cas, d'estimer la qualité de l'entreprise pour savoir si oui ou non, elle va avoir une bonne performance. Mais dans tous les cas, je pense que peu importe ce qui se passe, tu auras quand même cet effet, un peu comme sur les obligations, flight to quality quand ça se passe pas bien. En fait, quand ça se passe pas bien, tu sais quand même que Apple a un tel écosystème, a une telle emprise sur le marché, de tels produits qui sont, appréciés par quasiment tous les utilisateurs, qu'elle va continuer de faire de l'argent et il y aura peut-être, moins de soubresauts au niveau de son chiffre d'affaires et cetera. Donc cet aspect qualitatif fait que, à mon avis puis il y a des institutionnels de partout sur Apple, enfin, c'est vraiment du très gros argent, hein. Ça, c'est une affaire à suivre et à voir justement pour revenir à notre sujet de base qui était Meta, à voir si Meta arrive à recréer un écosystème aussi fort, aussi puissant avec autant de fans, alors que Meta a plus souffert justement d'une mauvaise réputation, notamment suite au scandale de Cambridge Analytica, voilà, qu'on revendait les Ouais. données. Donc Meta a toujours été, à voir si c'est vrai ou pas, mais a toujours été dans l'image du public le méchant qui essaie de voler vos données. Et Apple a renforcé, a appuyé là-dessus finalement avec son privacy en disant nous, on prend soin de vos données, alors qu'ils en récoltent probablement beaucoup Un plus bon que paquet, Meta. hein. Mais ils ont dit, nous, on prend soin de vos données et on va justement bloquer ces applis qui vous espionnent et qui vous vendent de la publicité. Tu vois. Et d'ailleurs, Apple a pas grand-chose niveau publicité et pourrait aussi développer ça Ouais. plus fortement. Maintenant, il y a aussi des risques légaux. Tu vois, en ce moment, tu vois, il y a tout un truc au Sénat américain par rapport à Google, tu sais, qui paye justement Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Et je crois qu'il leur Oui. verse énormément d'argent pour être le moteur par défaut sur iPhone. Et ça va peut-être tomber à l'eau. C'est-à-dire que ça va peut-être être interdit d'avoir un moteur par défaut. Et donc, ben là, voilà, ça serait une source de revenus peut-être en moins pour Apple. Peut-être que l'App Store, c'est pareil. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura une loi qui dira, ben, notamment, il y avait, alors Fortnite a perdu. C'est Epic Games, tu sais, qui avait poursuivi Ouais. Apple justement pour la raison que tu évoquais. C'est-à-dire que tous les mecs qui installaient l'appli Fortnite sur leur mobile et qui achetaient des trucs dans le jeu, Apple prenait 30%. Donc Fortnite a dit non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont rien fait à part juste proposer le bouton de téléchargement. Et ils ont quand même perdu. Donc jusqu'à présent, pour l'instant, ça reste, tu vois. Maintenant, Mmh. est-ce que, par exemple, Apple va être peut-être obligé
de proposer, tu vois, ils ont dû changer typiquement leur prise. Les normes européennes l'ont obligé à changer Ouais, la prise. Ils ont été obligés d'accepter par rapport au SMS, tu sais, qu'il n'y ait plus les pastilles. Enfin, ils ont eu des soucis avec les législateurs par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a un moment où sur iPhone, bah, tu auras l'App Store d'Apple et tu seras obligé d'avoir, tu vois, un autre un store. Tu apport, pourras avoir un autre tiers, store, ouais. tu Ouais, vois. mais Et après, est-ce là, que tu peut-être que penses les qu'avec, gens, justement, tout le maillage qu'ils ont créé et tous les clients qu'ils ont, parce qu'il faudrait en vrai, il faudrait calculer et ça serait tr un chiffre rigolo à avoir, mais combien de personnes ont un iPhone, dans le monde? Tu vois, ça serait vraiment une donnée assez intéressante. Je pense que Statista, ils doivent le faire, un truc comme ça mais tu as tellement de i personnes qui ont justement du hardware de chez Apple que, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où ils décident potentiellement d'intégrer intelligemment une source de revenus comme, peut l'être la publicité, ils ont en fait, ils ont déjà tout déployé pour potentiellement en faire, tu vois? Après, faut le faire en mode, smart, hein. Le but, c'est pas d'ouvrir son ordinateur et d'avoir un pop-up en mode, acheter, le nouveau legging à -50, non flemme. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même des moyens d'intégrer ça je sais pas comment, mais c'est quand même une source potentielle de revenus pour Apple qu'ils ont pas du tout développée ou peut-être très peu. Je sais pas s'ils en ont fait un tout petit peu, mais je pense que c'est très, très faible. C'est ça en fait que là tu le soulignes bien, c'est les leviers en fait qui peuvent actionner. Tu sens que c'est une entreprise qui a encore beaucoup de leviers parce qu'elle a vraiment misé sur la satisfaction client. Donc, faut faire attention parce que quand tu actionnes trop les leviers, au bout d'un moment, les Ouais, clients peuvent en avoir marre. Et au contraire, peut-être que Meta, c'est une boîte qui a un peu plus utilisé son levier, qui a fait un peu plus de pub. Et il y a peut-être plus de gens qui se disent j'en ai marre de voir autant de publicité sur le réseau. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un débat. Mon Clem, on arrive à la fin. J'ai ouais, pensé à un petit truc. Regardez les petites notes. Je vous le montre en exclusivité parce que j'ai développé le nouveau petit barème. Et on a juste ici, du coup, les biggest market cap. Tu vois mon écran, Clem? yes. Et on voit que Meta est quand même en dessous d'NVIDIA. On voit qu'NVIDIA a quand même putain, 500 milliards de plus Ouais, c'est énorme. en market cap. Donc, c'est vraiment énorme. Mais on voit qu'Apple a 2880 versus Meta qui en a 1000. Donc, on a une différence d'entreprise d'environ 2,8. Apple pèse 2,8 fois plus que Meta. Et sur ma note, je suis à 13 sur Meta versus 17 sur Apple. Donc, on voit un petit peu la différence. Et si on regarde, alors on a quand même 14% de surperformance pour Meta sur les 10 dernières années par rapport au S&P 500. Donc, globalement, c'était quand même un très bon investissement. On a beaucoup de chiffres qui sont au vert, notamment le retour sur investissement qui est très bon. Les marges, évidemment, avec la publicité, c'est très élevé, même si on voit que les marges brutes sont évidemment plus élevées que les marges opérationnelles. Ouais. Pas mal de dépenses en CAPEX. Tu as vu quand même 32% Ouais, en ouais. médiane sur les 10 dernières années, donc ça m'étonne pas. 36% en stock-based comp, donc ça, c'est la partie du cash flow qui revient aux employés à travers des compensations en actions. Ça, c'est un truc que peu de gens C'est surveillent et élevé, pourtant, ouais. c'est important de le surveiller et c'est quand même très élevé. Malheureusement, les boîtes de la tech, on voit qu'elles ont toute tendance à le faire pas mal, mais on voit que Meta à 36%, c'est quand même plus élevé que justement Apple et Microsoft qui sont plus raisonnables là-dessus. Croissance des ventes, on est pas mal, on a un petit 5%, donc un peu plus faible cette année. Les Mais on bénéfices, a on quand a même vu, ouais. 5% du temps, ça monte. Et 5%, finalement, c'est le pire café. Donc, tu vois, quand ta pire année, c'est 5% de croissance, c'est pas mal du tout. Les bénéfices, on a moins 38%. Donc, évidemment, ça, c'était 2022. Donc là, avec les nouveaux chiffres, évidemment, ça va repartir à la hausse. Mais on a quand même cette baisse importante de moins 38% qui s'est répercutée aussi sur le free cash flow à moins 49%. Donc, ça va se récupérer. Mais ça empêche que ça a entaché un peu, je pense, l'historique de l'entreprise et a prouvé que si elle faisait un peu n'importe quoi avec son CAPEX, ça pouvait vraiment impacter négativement les résultats. Pour l'instant, on n'a rien au niveau dividende, mais ça va venir. Un gros point fort de l'entreprise, c'est qu'on a 36 milliards de dettes et 36 milliards de cash. Donc, en fait, l'entreprise a autant de cash que de dettes. Donc, en fait, ça, Ouais. c'est un énorme point fort. Et c'est pour ça qu'S&P lui donne une note de double A-. On a 2% de rachats annuels et 60% des ventes qui sont en dehors, qui sont internationales. C'est-à-dire, il y a Des US. 40% des ventes qui sont faites aux États-Unis et 60% à l'international. Donc, encore une preuve aussi que l'entreprise est aussi très diversifiée, ce qui est une force, quoi. Tu regardes pas trop le ratio de liquidité, genre current ratio un peu, actif court terme sur passif court terme, c'est pas quelque chose que tu regardes toi? Parce que moi, je sais que j'aime bien quand même, là, je l'ai intégré justement dans le modèle d'analyse que j'ai fait. Bon, peut-être que ce sera l'occasion dans notre podcast de montrer un peu, ce que j'ai fait de mon côté. Mais, en gros, je l'ai intégré parce que c'est quand même intéressant de voir si à court terme, l'entreprise est, du coup, très facilement solvable. Et là, du coup, j'ai vu que tu avais comparé le cash flow aux dettes. Donc là, clairement, l'entreprise a fait un cash flow de ouf. Donc, je pense que la question se pose pas trop. Mais pour certaines boîtes, tu vois qu'au final, sur le court terme, ils ont des passifs qui sont peut-être plus élevés que les actifs. Donc ça veut dire qu'au niveau trésorerie, au niveau, du stock et cetera, l'argent qu'ils peuvent récolter, sur le court terme, bah, c'est pas forcément suffisant par rapport à ce qu'ils ont. Donc ça, c'est un critère que j'ai intégré moi.
Ouais, j'avoue que moi, je préfère les critères de la dette, je préfère éviter de trop en mettre parce que je trouve que des fois, on va trop passer de temps et je préfère me concentrer en effet sur les critères croissance, profitabilité. Et pour moi, tu vois, je me dis dans tous les cas, l'entreprise, elle a un montant de dette et elle a un montant de free cash flow qu'elle génère chaque année. Ce free cash flow, évidemment, alors là-dessus, je ne l'avais pas enlevé, mais je vais enlever les stock-based comp. Donc, il y a évidemment des choses qui vont partir, hein. Dans le free cash flow, tu as déjà le CAPEX qui est parti. Donc, c'est ce qu'on disait au début, c'est l'allocation du capital. Donc, à partir du moment où l'entreprise a un free cash flow positif, je sais que si à un moment la dette devient problématique, elle a tout ce free cash flow qu'elle peut allouer à la dette. Et donc, pour moi, la question principale quand j'analyse une boîte, c'est OK, elle a ce montant de dette, elle a ce montant de free cash flow, donc combien de temps avec ce free cash flow elle peut s'occuper de sa dette. Et si on est à, tu vois, je considère que s'il faut 6 mois, un an et demi, allez, 2 ans, ça va à peu près, tu vois, ça veut dire que l'entreprise, vraiment, si elle se dit, OK, ben, j'en ai marre, donc je mets un peu moins en dividende, je mets un peu moins en rachat d'actions et je vais pouvoir rembourser cette dette qui commence à devenir un peu trop grosse, elle peut le faire. Mais tu as des boîtes, elles ont 7, 8, 9 années, il leur faudrait, tu vois, 9 ans à utiliser tout Ouais, leur ouais. excédent de trésorerie pour pouvoir rembourser leur dette. Et donc, pour moi, c'est un critère intéressant de se dire, juste vérifier que ce niveau de dette n'est pas, est pas excessif, quoi. Moi, je sais que, tu vois, dans ce que j'ai fait, j'ai 5 critères au niveau de la dette, mais je l'ai sous-pondéré par rapport aux critères de croissance et de rentabilité, tout ça. Parce que du coup, j'ai regardé un peu sur Guru Focus, mais c'est vrai, je pense que tu l'as vu, tu sais, sur le score Guru Focus, je vais en faire une vidéo Mm. juste après là. Tu as les 5 critères. Et ce que tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que tu sais, la note de 10 sur le critère de santé financière, c'est la seule Elle note a, qui n'est pas, elle a ouais, pas qui n'est d'impact. pas Ouais. tout en haut. Et ça, du coup, ça veut dire tout simplement que les critères de santé financière ont peut-être une moins bonne prédictabilité que les critères de croissance, de rentabilité. Et donc, super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai un peu sous-pondéré les critères de dette. Parce que, comme tu l'as dit, je pense que c'est intéressant à regarder. Mais quand tu as des boîtes qui font des free cash flow énormes, bah, en fait, la dette, OK, c'est important à regarder. Mais tu sais qu'elles sont pas en difficulté. Moi, je trouve que les gens passent trop de temps en effet sur la dette, mettent trop de critères sur la dette. Moi, pour moi, la dette, c'est plus un red flag. C'est que si je vois en effet que l'entreprise a une dette monumentale, là, tu dis red flag, ça va Ouais, être drapeau chiant. Là, rouge. en plus, les intérêts vont monter, etc. Mais après, que tu vois, elle mette 6 mois, qu'elle ait 6 mois pour rembourser ses dettes, ou un an pour rembourser sa dette, ou un an et demi, globalement, il y a très peu, de toute façon, il y a très peu d'entreprises de très bonne qualité qui sont leverage, donc qui ont beaucoup de dettes. Oui, oui, oui. On peut peut-être citer Domino's Pizza. Je crois que c'est une des seules exceptions, je crois, d'une boîte qui a vraiment eu des bons résultats, mais qui ils sont endettés comme des cochons. Donc là, parce que ça faisait vraiment partie de leur stratégie. Mais je veux dire, de manière générale, c'est assez rare quand tu as une belle boîte qui fait des bons free cash flow. Ça, c'est un peu logique. C'est-à-dire qu'à un moment, Ouais, l'entreprise s'endette souvent parce qu'elle n'est pas capable c'est de se financer par elle-même. Oui, de ouf. Et Et donc, tu vois, c'est euh, c'est tout le travail que j'ai fait là, justement sur, le module que j'ai tourné sur l'analyse d'action. C'est que tout part du compte des résultats, du bilan et des free cash flow, tu vois? Donc si tu as des free cash flow énormes, ça veut tout simplement dire que de base, ben en fait, tu gères bien, au niveau de, ce que tu arrives à rentrer et donc en fait, tout découle de ces états financiers-là et c'est vrai que globalement, quand tu as une bonne croissance, une bonne rentabilité et des marges qui sont très bonnes, bah, déjà, c'est à ce trio-là, tu peux te dire que bah, globalement, le reste, ça va quand même. Donc, à vérifier toujours au niveau de la dette, parce qu'il y a certaines entreprises qui arrivent justement à faire cette croissance-là, comme Domino's, avec énormément de dettes. Donc, à voir s'ils arrivent justement à utiliser cette dette correctement et que ça se transforme derrière en capitaux propres et en résultats nets et en free cash flow, enfin peu importe. Mais ouais, c'est intéressant à regarder. Mais à sous-pondérer, je pense, tu as raison. C'est quelque chose que j'ai fait aussi de mon côté, histoire de pas que ce soit un critère ultime à regarder et que ça prenne toute la place dans la notation, quoi. Bon, est-ce que on se j'ai fait, eu, excuse-moi, mon Clem, on a eu ce mot de la ouais, on a eu un petit lag. des, des, Tu des petits figé. sauts, des petits sauts. On excusera nos chers auditeurs parce que, en effet, la connexion, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Là, je suis dans un petit bureau à Maurice. On a eu des petits sauts. On espère que de votre côté, ça fonctionne bien. Mais oui, c'est voilà, le critère de dette reste important. Et globalement, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est quand même que Meta, on est content. Franchement, le premier dividende qui arrive sur une boîte de tech, ça va probablement influencer Google peut-être à faire plus attention. Amazon aussi, qui est le cas d'école où ils font que sans arrêt repousser la profitabilité. Je pense que c'est OK de repousser la profitabilité quand tu es dans le stade de startup parce qu'au début, tu veux lancer un Mais maximum de pas à ce projets, trouver stade-là. ceux qui marchent bien. Mais ensuite, il y a un moment où, en effet, c'est cool de recevoir une partie en profit directement dans ses poches. Et ça n'empêche pas l'entreprise, évidemment, de continuer d'investir dans ses projets long terme. Tu veux qu'on termine, mon Clem, sur les petits coups de cœur, c'est ça? Ouais, bah, allez, j'en ai un très rapide. J'ai fait les comptes, ce mois-ci et j'ai passé la barre des 200 000 de patrimoine net. Donc, très content. J'ai fait un très bon mois. Le lancement du programme est bien. Les gens sont contents. Je leur apporte max de valeur. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté la kiné.
parce que je pense qu'on avait tourné, c'était mon dernier jour la dernière fois. Bah, en vrai, je kiffe, de ouf. Je bosse beaucoup, je bosse, presque autant que quand j'étais kiné, mais ouais, c'est que du plaisir donc il y a tout qui fonctionne bien. Maintenant, faut que ça dure sur le long terme, faut continuer de bosser et voilà. Mais un bon petit palier atteint, je suis content. Bravo à toi pour ce switch et bravo à toi aussi pour les résultats. Tu m'as envoyé le screenshot. C'est vrai que c'est le genre de progrès sur le patrimoine que tu fais en enfin, des fois ça Bah, mettait j'ai fait 1 quasiment an, ça mettait ouais, 1 de an ouf. et là c'est fait en 1 Ouais, mois, quoi. ouais, c'est ça. Donc trop bien. Comme quoi le travail paye. Ça fait 2 ans que je trime à faire kiné, plus ça, plus bosser et faire des semaines à rallonge et pas de week-end et bosser toujours autant. Bah, au bout d'un moment, ça paye. Donc maintenant, c'est une exception, hein, c'est un mois exceptionnel, il faut que ça continue de payer sur le reste du temps, hein, mais il y a pas de raison. Normalement, ce que j'ai fait, les gens ils sont contents donc si les gens sont contents, ça va tirer le bouche à oreille sur le programme. D'autres personnes vont rentrer et let's go quoi. Je pense que la machine elle est partie là, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu es en train de dire qu'il y a de la méritocratie? Tu es en train de dire que quand on travaille, on peut, réussir plus que quand on travaille pas? Moi j'ai vu des Ah, vidéos sur YouTube, j'ai vu des vidéos apparemment ça existe pas, de la méritocratie, la méritocratie? j'ai alors Bah, ça je va vais pas être aller ça va peut-être regarder, être mon ça va coup m'énerver. et ça va peut-être être mon coup de cœur, là-dessus, même si je pense qu'on pourrait faire une vidéo, plus globale là-dessus parce qu'il y aurait en effet des choses intéressantes. Je pense que cette vidéo, donc voilà, c'est une vidéo YouTube qui s'appelait, «La méritocratie existe-t-elle?» Et je trouvais que c'était intéressant de challenger cette assumption, tu vois, ce truc de dire tout le monde peut réussir. Parce que c'est vrai que même nous, on est le premier à dire tout le monde ne va pas forcément parvenir à gagner beaucoup d'argent, tout le Non. monde ne sera pas entrepreneur, etc. Il faut un certain état d'esprit, il faut avoir reçu une certaine éducation quand on est jeune, il faut avoir une envie, etc. Et on le constate, il y a aussi beaucoup de reproduction sociale, c'est-à-dire que tu as tendance à avoir un peu le même niveau que ton père, enfin de ce que tu as reçu. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses en France qu'on hérite. Donc, déjà, on peut hériter de pas mal de capital et on hérite aussi, ben voilà, si tu es né, tu as eu la malchance de naître dans une famille qui t'a rien appris, qui t'a maltraité, c'est extrêmement difficile. Tu vois, c'est tellement des fondations qui se passent quand il de sortir de ça et de parvenir à réussir dans sa vie, quoi. Alors que le fait de voilà, ça c'est des choses qui sont innées, tu peux rien y faire, mais tu as quand même des éléments pour moi qui et Internet est en train de casser un peu tout ça. Avant, voilà, si tu n'allais pas dans les grandes écoles ou tu vois que tu n'étais pas entouré des bonnes familles, je pense que c'était très difficile d'apprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je me dis, c'est ça qui est génial avec Internet, c'est que peu importe ton milieu social, tu peux décider de te former et te bouger les fesses sur un truc et ça peut vraiment pas mal te rapporter d'argent. Donc, on parle en investissement, mais aussi en termes de carrière professionnelle. Moi, je trouve ça incroyable aujourd'hui de se dire, tu te dis, vas-y, je veux booster mes revenus et je suis prêt à apprendre et à me former sur des nouvelles compétences. Franchement, tu peux devenir bon et tu peux apprendre plein de choses sur des métiers qui sont très porteurs aujourd'hui. Je sais pas, De le, ouf. le code. Évidemment, nous, on parle beaucoup de YouTube parce qu'on connaît bien. Mais en gros, voilà, toi, tu n'avais rien d'un YouTuber il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu en es devenu un et tu as fait exploser tes revenus. Donc, évidemment, tu t'es basé sur des forces que tu avais déjà. Mais je crois que ta plus grande force, finalement, ça a été le fait de te bouger les fesses et de Ah passer oui, à oui, l'action, mais quoi, de tout ouf. simplement. Et te Après, former. moi je viens d'un milieu où j'ai fait PACES où, pendant 2 ans, j'ai, bossé de 8 heures à 21 heures. Donc disons qu'en fait, la PACES c'est pas rigolo, mais par contre ça t'apporte une force de travail et quand il faut bosser, tu sais que tu peux bosser. Donc j'ai encore les défauts, hein, je suis trop sur le téléphone, je suis multitâche, j'ai du mal à être focus et cetera. Parce que je suis un peu hyperactif. Mais bref, je me suis jamais trouvé d'excuses. J'ai toujours avancé. Quand ça marchait, quand ça marchait pas, j'ai fait je sais pas combien de vidéos YouTube, mais globalement j'ai toujours tenu le rythme. Pareil sur Instagram, ça fait 2 ans que je publie au moins 3-4 posts par semaine et c'est con, mais en fait tout ce travail-là fait que petit à petit tu t'améliores, tu deviens, meilleur en fait et au bout d'un moment, tu arrives à devenir du coup quelqu'un qui était beaucoup plus expert, qui est beaucoup plus expert que, ce que j'étais il y a 2 ans. Et donc forcément derrière, cette expertise a une valeur et les gens, qui ont envie de se former, ils viennent peut-être plus vers moi aujourd'hui que ce qui venait vers moi il y a 1 an et ils viendront peut-être plus vers moi dans 1 an avec les témoignages et les résultats que je vais apporter à mes clients qu'aujourd'hui. Mais il faut continuer de bosser quoi, c'est tout. Puis après, Ouais. le truc qui est par contre magnifique, c'est quand tu bosses sans avoir l'impression de bosser. Ça, c'est fou. J'étais à Disney ce week-end avec, ma copine pendant 3 ans. Dimanche, j'étais content de rentrer, tu vois? Je me dis: «Bon, c'était un super week-end, mais je sais que demain, je vais passer une bonne journée, je vais travailler, ça va être cool» et ça, je Ouais. le Et souhaite ça, à tout le monde, mais vraiment, ça, c'est la meilleure sensation. Ça, c'est mieux que l'argent, hein. tu l'avais plus sur la kiné, quoi, ou Non, je l'avais moins? plus. J'avais quand même le petit bad mood du dimanche soir, genre: «Putain, demain, faut se lever, faut y aller, quoi». Ouais. J'aimais bien C'est ça, une un fois bon que j'y test, étais, ça. j'avais pas de problème.
Ouais, ouais. C'est un peu Mais peut-être là, le je me dimanche dis soir. là Comment tu te sens le dimanche soir, en fait? Genre, est-ce que tu as envie de bon, rattaquer, et oui ou est-ce que et et si les tu réveils sens que aussi. non, ben, faut chercher ailleurs, hein. Enfin, Les clairement, réveils, les réveils sont tellement plus faciles aujourd'hui. Genre, là, j'ai les 2 bits ouvertes à 7:30, je suis en feu, j'ai envie d'aller bosser, quoi. Alors qu'avant, je galérais, genre, je mets du temps à me lever et donc ouais, je suis très ouais. content. Donc c'est Donc très cool. bref, tout ça pour dire, Ouais, ouais. la méritocratie, je pense que c'est un large sujet, on pourrait en faire tout un épisode. Mais en effet, je trouvais que cette vidéo, comme des fois un peu trop, souvent, en France, il y a ce discours de, en effet, tu peux pas sortir de ta classe sociale et c'est toujours pareil, il y a les stats montrent que, bah, il y a très peu de gens finalement qui sont, classe ouvrière et qui sortent de la classe ouvrière. Il y a les stats et puis il y a les vraies histoires et les histoires, tu vois, que tu peux voir Il y a et les stats et il y a les stats et il y a les gens, ils sont pas, enfin, je vais prendre un peu de recul sur, ce que j'ai fait depuis 2 ans, mais il y a des gens, ils sont pas aussi énervés que moi et ils sont pas aussi énervés que les mecs qui arrivent à s'en sortir, tu vois? Genre, à un moment donné, moi, tu vois, je pense que la méritocratie, est quand même, très présente. Quand tu bosses, tu as beau foirer, 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 si tu continues de bosser, au bout d'un moment, ça va marcher, hein. Mais par contre, c'est sûr que tu peux il galérer pendant quelque temps. Il faut continuer de bien alors comme je disais, c'est qu'il déjà, il faut avoir évidemment un milieu qui permet quand même un minimum de stabilité pour Oui, bien pouvoir, sûr. bosser efficacement. Il faut évidemment bosser, mais aussi intelligemment et avoir les bonnes ressources pour apprendre correctement. Donc, pas aussi, écouter les mauvaises personnes et travailler sur les mauvais éléments. Mais en effet, je pense que quand tu as cette base stable, que tu as les bonnes personnes, tu apprends et que tu te dis: «Ben, tous les jours, je me forme et je deviens meilleur et je m'améliore sur un domaine», je pense que voilà, naturellement, tu grandis et tu peux développer évidemment, comme tu l'as dit, d'abord évidemment, développer, l'argent, mais au-delà avant même de penser d'argent, c'est vraiment développer un truc qui te fait kiffer, où tu sens que tu apportes une vraie valeur aux gens, dans lequel tu t'épanouis et généralement avec l'épanouissement viendra aussi, plus de récompenses monétaires, quoi. 100. Bon, on termine là-dessus? C'est un beau mot de la fin? Ouais, c'est un très bon mot de la fin. On se Bon, on vous dit retrouve, les amis, du coup, dans 2 semaines. On espère qu'on n'est pas parti, trop loin, par rapport à finalement, on pensait faire un épisode vraiment dividende, sur Meta et au final, on a parlé d'Apple, on a parlé de plein de choses différentes. Mais, ouais, mais ça on restait dans espère le sujet, je pense. ouais et que Bah, ça pour vous une fois, j'ai donnera l'impression qu'on a été assez focus, hein, pour le coup. OK, OK. C'est Alors un moi, peu j'ai complet. l'impression qu'on est, mais j'ai toujours cette Ah ouais? impression-là à la fin du podcast et quand je le réécoute, tu sais, je me dis: «Non, ça va, en fait, ça allait bien». On a eu Non, les je petits pense que sursauts c'est pas aussi mal, ouais. de connexion. On va essayer d'améliorer ça pour les prochaines et Yes. on vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, si vous êtes, actionnaire de Meta, ce que vous pensez de ce move-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Peut-être qu'il y a certaines personnes, comme moi qui investissent que dans les actions à dividendes, tout d'un coup, ça devient une entreprise, qui rentre potentiellement dans leurs critères alors qu'avant, bah, sans le dividende, potentiellement pas. Donc très curieux d'avoir vos retours là-dessus et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Tchuss.